De nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Elhadj Moussa Diallo, il est député au Parlement bruxellois. Elhadj Moussa Diallo, bonsoir. Bonsoir. Quel est le parcours qui vous a mené au Parlement belge? Bien, le parcours qui m'a mené au Parlement belge, bien avant, je voudrais tout d'abord vous dire merci. Nous en prions. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Et je voudrais également remercier les amis sénégalais pour toute leur disponibilité depuis ma présence ici sur le sol du Sénégal. C'est un parcours effectivement qui a débuté, en tout cas l'engagement politique a débuté très tôt en Guinée, mon pays d'origine. Je suis né dans un petit village à 450 km de la capitale. Le village s'appelle Ndiouria, où est-ce que j'ai fait mes études primaires, puis le secondaire et finalement l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'engagement politique a commencé véritablement là. Et une fois en Belgique, c'est tout naturellement que j'ai continué. Ça a été cet engagement, c'est un prolongement, un parcours d'intégration d'abord, parce que quand vous arrivez dans un pays dont vous ne connaissez pratiquement aucune réalité, c'est tout un processus, une intégration qu'on a d'abord en soi. Vous avez été bien accueilli? Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis député bruxellois, je suis sénateur, et j'ai toute ma famille avec moi dans ce pays d'accueil que je salue, dont je salue la vivacité de la démocratie. Donc c'est un parcours assez simple en soi, mais aussi compliqué du fait que c'est un jeune qui a 22 ans, qui débarque dans un pays, la Belgique, Bruxelles, capitale de l'Europe, avec toutes ses connexions internationales, pour essayer de trouver son chemin. Ça n'a pas toujours été facile, mais avec la ténacité, avec la conviction. Expliquez-nous comment ce parcours-là s'est fait jusqu'à arriver là où vous êtes comme député. D'abord, la conviction qui m'anime, c'est celle de participer, tant peu que soit-il, à l'amélioration des conditions de vie des gens dans les localités dans lesquelles j'évolue. Ceci a commencé en Guinée, ça s'est poursuivi tout naturellement. En Belgique, quand je suis arrivé, j'ai commencé d'abord une formation estudiantine pour essayer de continuer dans la recherche du savoir. Mais le virus de la politique était là. Je ne pouvais me départir de la volonté. Vous avez fait de la gestion, de la comptabilité? J'ai fait de la gestion des finances publiques, j'ai fait de la gestion d'entreprise d'abord, puis la gestion des finances publiques. Et j'ai travaillé dans différents services de l'administration bruxelloise, la grande région de Bruxelles, avant d'être élu député, puis sénateur et aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles. Donc pour revenir peut-être en 2 secondes sur le parcours lui-même, il faut le séquencer ou le subdiviser en 3 phases. La phase d'intégration, la phase de formation professionnelle et aussi la phase professionnelle de travail, et puis la volonté de faire avancer les causes de la diversité, les causes du vivre ensemble, les causes qui me semblent somme toute dans tous les pays, faire en sorte que les gens qui vivent ensemble, qui partagent un lopin de terre, puissent le faire dans le respect, puissent le faire dans la considération mutuelle, puissent le faire dans l'acceptation. Donc c'est cet élément-là qui a véritablement fait basculer les choses pour l'engagement dans le parti qui s'appelait le CDH, le Centre démocrate humaniste, qui est devenu maintenant les Engagés, un parti du centre, un parti humaniste, un parti qui essaie de donner de la chance et de la place pour tous. Voilà un peu en note d'introduction ce parcours. Combien de députés vous avez et comment ça fonctionne au sein du Parlement? Je siège dans 2 institutions parlementaires et un conseil communal. L'institution régionale, c'est le Parlement bruxellois. Il y a 89 députés, évidemment avec une majorité qui s'est constituée par des alliances. Parce qu'en Belgique, la particularité de la politique belge, c'est que difficilement un seul parti ne peut émerger pour pouvoir obtenir une majorité. Donc à l'issue de chaque élection, c'est des négociations pour créer les conditions de rapprochement au niveau des idées et constituer un exécutif. Donc je suis dans ce Parlement bruxellois où il y a 89 sièges. Au niveau du Sénat, nous sommes 60 pour tout le pays. Le Sénat, c'est un peu le Parlement fédéral est constitué de 2 entités, la Chambre elle-même et le Sénat. Le Sénat, il y a 60 sénateurs où je siège et c'est quand même une reconnaissance de la diversité qui fait qu'un jeune issu de l'immigration, qui n'est pas né en Belgique, qui a suivi tout son parcours d'intégration par l'effort, par le combat, par la constance dans la vision, puisse se retrouver parmi les 60
sages du pays. Parce qu'en gros, C'est le inédit. Sénat, Oui. c'est l'Assemblée dite des sages. Enfin, Ouais. sagesse dans l'esprit du texte qui motive nos décisions. Nous travaillons au Sénat pour des matières transversales, des matières qui essayent de rassembler toutes les communautés qui composent Bruxelles et la Belgique. Il faut savoir que la Belgique, il y a principalement 3 communautés. La communauté francophone, la communauté néerlandophone et la communauté germanophone. Il faut faire vivre tout ce monde-là à travers un socle de valeurs qu'est le package des lois. Et quels sont les principaux défis de la Belgique actuellement en termes d'économie, en termes d'intégration, en termes de vision? La Belgique, comme tous les États de l'Europe, vous savez effectivement que les 27 États membres décident de manière assez collégiale, assez consensuelle pour les enjeux majeurs, entre autres la politique internationale, entre autres les positionnements sur la géopolitique mondiale. La Belgique étant membre, la Belgique étant le siège de la capitale européenne, c'est un pays qui a, à l'instar des autres États, des défis immenses en matière énergétique. L'approvisionnement énergétique constitue l'enjeu principal de nos préoccupations au niveau international. Cependant, les questions de vivre ensemble, les questions de diversité, les questions de place accordées à chaque citoyen dans ce petit espace de terre fait aussi ou font également partie de nos préoccupations. À ce jour, il y a des difficultés budgétaires énormes, tant au niveau national qu'au niveau régional, dues à tout un ensemble d'éléments qui met exogènes et endogènes. Oui. Parce qu'il y a des politiques publiques qui ont été prises. Ce sont les conséquences de ces politiques prises d'il y a 5, 6, 10 ans qui se matérialisent parfois par des déficits. Nous sommes des gens responsables. Lorsqu'il y a des déficits, il faut faire face avec courage, avec hauteur et surtout avec un sens de l'humanisme. Je défends et je défendrai toujours des politiques qui ont comme socle l'humain. Parce qu'au-delà de l'humain, que faisons-nous? Donc voilà un peu pour répondre à votre question. Des défis environnementaux, certes, des défis climatiques qui sont des défis au-delà de notre petit pays. C'est des défis mondiaux. Les défis énergétiques, les défis budgétaires, nous sommes confrontés. J'appartiens à des partis de gouvernance, donc forcément, nous sommes dans la recherche de solutions pour y faire face. Est-ce que c'est courant en Belgique que des non-belges soient présents au Sénat et au Parlement? Au Sénat, c'est un peu particulier, mais il faut saluer ici la volonté de mon pays d'accueil, son ouverture, son acceptation des diasporas. Parce qu'au-delà, je ne sais pas si le temps le permettra, oui. Il me semble opportun de parler de nos diasporas qui constituent des véritables ponts entre nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Il faut saluer les diasporas, saluer la diaspora sénégalaise en particulier, puisque je suis au Sénégal, pour tout l'effort qu'elle déploie, non seulement en termes d'organisation, en termes de structuration, en termes d'engagement pour la coopération, en termes d'engagement pour le rapprochement des peuples. Vous trouvez que ce sont des modèles? Ce sont des modèles qui inspirent, qui doivent inspirer des diasporas qui s'organisent et des diasporas qui s'assument. Donc, pour revenir à votre question, il y a beaucoup d'élus issus de la diversité, issus des minorités, qui se retrouvent à quelques niveaux de pouvoir, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle régionale, certainement à des positions assez influentes. Et saluons ce modèle de démocratie, saluons cette vivacité du principe du droit au-dessus de tout, qui permet à des gens qui viennent des contrées aussi éloignées, mais par la volonté de l'intégration, par la constance de l'engagement, se retrouvent à décider de leur pays. Pour moi, la Belgique, je me sens chez moi. C'est mon pays qui m'a tout donné, qui m'a donné vraiment, qui a ouvert les chances pour que je puisse exprimer toute la dynamique citoyenne qui m'engage et qui engage certainement toutes nos diasporas. Mais saluons quand même le travail extraordinaire que nos diasporas réalisent pour rapprocher les peuples, rapprocher les collectivités. Nous sortons d'un forum des territoires qui s'est tenu le 4, 5 et 6 juin à Bruxelles, qui a rassemblé beaucoup de collectivités belges, beaucoup de collectivités sénégalaises, des entreprises belges et sénégalaises. Je pense que c'est important que cette diaspora soit reconnue, que cette diaspora soit saluée et que son dynamisme puisse être soutenu
par nos différents États pour pouvoir accompagner davantage et structurer davantage le travail de cette diaspora au bénéfice de nos pays respectifs. Ouais, pour servir de levier transformationnel. Quelle différence ou quelle dissemblance vous faites entre le Sénat belge, le Parlement et le modèle sénégalais et le modèle guinéen? Disons, en Belgique, nous sommes d'abord un royaume. Le chef d'État, c'est un roi. C'est par le sang qu'on devient chef d'État en Belgique, mais c'est un système parlementaire, un système qui fait que le Premier ministre, au niveau fédéral, est issu d'une majorité issue du Parlement fédéral qui se compose de 150 députés. Ici, je pense que nous sommes plus, en tout cas en Guinée, le Sénégal et d'autres pays, dans un cadre de régime présidentiel, où est-ce que la majorité aussi, parfois, est plus du côté de l'exécutif pour une cohérence d'action, mais essentiellement, les différences en soi doivent nourrir. C'est pour ça que je me bats dans le cadre de mes missions de président de la coopération bilatérale entre la Belgique et certains pays africains sur le plan de la diplomatie parlementaire. Dans le Sénégal? Le Sénégal ne fait pas, hélas, quels sont les partie des pays pour lesquels je préside. C'est la Guinée, oui. C'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina, le Togo. Et je pense que le compte est bon. Hein. Oui, la Côte d'Ivoire qui est en train de faire la Côte d'Ivoire qui est en train de faire des et même la Guinée aussi, avec les différents projets. Espérons que notre modeste contribution à l'établissement de ces ponts, au rapprochement de nos communautés, communautés nord-sud, communautés des diasporas, permettent davantage de voir les choses dans un prisme de construction, dans un prisme de pont, qu'en lieu et place de cassure, parce que nous appartenons aux deux mondes. Oui. On ne peut pas se dissocier ni de la Belgique, ni de l'Afrique. Notre job, c'est de nous ramener ensemble et faire avancer les choses ensemble. Avec le recul, est-ce que vous êtes fier de l'avancée de la Guinée? Est-ce que vous sentez que c'est un peuple qui est en train de bouger? Je suis foncièrement attaché à mon pays d'origine. Évidemment, c'est le pays qui m'a vu naître. C'est le pays de mes ancêtres. Oui. Je suis très fier d'être originaire de Guinée. J'assume pleinement ma double appartenance avec la Belgique. Cependant, je suis responsable politique, élu sous la bannière de la Belgique. Il me semble judicieux de rester dans le cadre de mes attributions, ne pas faire des commentaires sur le mécanisme fonctionnel d'un État. Non pas parce que je n'ai pas d'avis ou non pas parce que je n'ai pas d'opinion, mais parce que tout simplement ma fonction m'exige une certaine retenue par rapport à l'expression sur le mode de fonctionnement d'autres États. Je peux avoir au cours de nos rencontres entre députés, au cours des rencontres entre institutions, exprimer des opinions, des avis, parfois échanger, sans pour autant rentrer dans une forme d'ingérence que je ne peux, hélas, je vous comprends très bien. Pendant près de 12 ans, vous avez travaillé dans les finances publiques en Belgique. Est-ce que vous avez un regard sur la situation économique de la Guinée et du Sénégal? Ce sont deux nations qui, me semble, ont tous les atouts. Tous les atouts pour se hisser au niveau du développement à un degré plus. Pourquoi? Le Sénégal, de par sa position géographique, de par comment on appelle ça, la spécificité de la Teranga, une jeunesse assez formelle, en tout cas une administration assez outillée, assez expérimentée, qui peut porter des véritables projets de développement. La Guinée, on dit toujours que Dieu a tout donné à ce pays. C'est la première réserve mondiale de bauxite. Tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent naissance en Guinée, avec des sols arables à perte de vue. Donc quand vous avez tous ces ingrédients, nécessairement, l'ingrédient le plus déterminant, c'est l'aspect humain. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le capital humain. Aucune politique, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir du répondant, de l'impact, lorsque cette politique n'est pas centrée sur l'humain. Évidemment, vous avez ces atouts, il faut les exploiter,
il faut mettre beaucoup plus d'énergie dans la formation. Nous sommes dans une société de connaissances. Nous sommes dans une société où est-ce que si les jeunes ne sont pas formés, ils sont laissés pour compte. Et quelle est l'ambition d'une politique nationale si sa vocation c'est de laisser pour compte la jeunesse qui est l'avenir du pays? Nous sommes dans une société d'intelligence artificielle. Nous sommes dans une société où est-ce que vous pouvez rester à Dakar, à Conakry, à Abidjan, suivre des cours de formation des plus hautes universités occidentales. Pourquoi ne pas saisir ce bon pour faire en sorte de l'excellence dans la formation de nos jeunes, pour que non seulement ils puissent s'en sortir dans leur localité, mais aussi porter espoir, l'espoir de tout un continent. Pour moi, les discours ont un sens, oui, mais la réalité concrète du développement ne peut passer que par le biais de la formation, l'éducation des jeunes. Investissons dans la formation, investissons dans l'encadrement des jeunes pour construire les sociétés de demain. Ceci est aussi valable pour le Sénégal, pour la Guinée, pour la Belgique, pour la France. N'importe quel pays qui se veut demain debout doit mettre l'énergie sur la formation et l'encadrement. ADG Coopération, organisation que vous avez fondée en 2016, travaille avec une équipe de volontaires pour rapprocher et établir un pont durable entre la Belgique et nos pays d'origine par le biais de la coopération directe avec les populations et les échanges culturels. Quel bilan concret pouvez-vous faire? Disons, je voudrais d'abord remercier tous les partenaires qui, depuis 2016, accompagnent cette belle idée centrée sur l'humain, centrée sur l'établissement du pont entre le nord et le sud. Comme je vous l'ai dit, les discours c'est beau, le concret c'est plus parlant. On peut passer des heures et des heures à philosopher, à définir des modèles économiques, à définir des modèles de développement. Mais pour moi, la meilleure action possible, c'est celle qui permet aux gens d'avoir de l'eau. C'est cette action qui permet de construire une école là où il n'y en a pas. C'est cette action qui permet de mettre en place des mécanismes pour assurer de manière durable la formation des jeunes. ADG Coopération, c'est ça l'esprit. ADG, action pour le développement global, donc action, agir, développement, tout le monde en a besoin, global, sans frontières. Ma vision, ou la vision des fondateurs, c'est de faire en sorte de mobiliser des fonds à travers les appels à projets, à travers des personnes ressources, à travers des institutions qui ont le même sens de l'humain que nous, pour faire du concret et du réel. À ce jour, si on parle de bilan, ADG Coopération a pu réaliser 40 projets de développement, dont 4 ou 5 cités qui ont été desservies en eau potable, là où il n'y en avait pas. Ce sont des écoles qui ont été construites, d'autres qui ont été rénovées. Je vais vous citer en Guinée. Oui. En Guinée, nous avons même réalisé tout dernièrement un magnifique projet. C'est celui de mettre des toilettes, des latrines publiques à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, justement, pour permettre à ceux qui utilisent cette route de pouvoir disposer de latrines, de pouvoir disposer de quelque chose. Encore une fois, l'humain au centre de l'action. Mais je vais vous raconter, si le temps le permet, une petite histoire. Allez-y. Une histoire qui me tient à cœur dans le cadre de ces actions. Nous avons vu dans une école de Guinée, où est-ce que les populations avaient des difficultés pour pouvoir payer le salaire des enseignants. Parce que les enseignants, dans certaines localités, c'est des enseignants contractuels qui sont payés par les cotisations des collectivités locales. Je suis arrivé, j'ai constaté que dans ce village, tout le monde mange du pain. Je me suis dit, tiens, si tout le monde mange du pain et que nous mettions en place une boulangerie qui est totalement une donation à l'école, mais que la boulangerie puisse fonctionner, générer des revenus et que tout le monde soit dans l'obligation d'acheter le pain issu de cette boulangerie, les revenus qui vont sortir de là permettront de payer les enseignants. Je suis parti de cette belle idée. Nous avons été accompagnés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, cette boulangerie non seulement fonctionne, mais aussi elle emploie deux ouvriers à temps plein. Et cette boulangerie s'est permise d'ailleurs d'acheter des motos pour pouvoir écouler le pain dans les autres villages voisins. Moi, c'est des histoires qui me parlent. Et pour moi, faire de la politique, c'est ça. La politique utile, la politique centrée sur l'humain. Lorsqu'une école est construite, lorsqu'un malade est soigné,
lorsque un homme, grand H, est respecté dans sa dignité, est respecté dans ce qu'il est. Voilà le sens de mon engagement politique et associatif. Je pense que les deux sont étroitement liés. Merci, merci infiniment El Hadj Moussa Diallo. Vous êtes député au Parlement bruxellois, sénateur également. Merci infiniment d'être passé dans Soir d'Info. Ce fut un grand plaisir et encore une fois, restons focus, formation, encadrement, accompagnement des jeunes. Si nous voulons que l'Afrique soit debout demain, ce ne sont pas les discours. Ce n'est rien d'autre que la mise en place des mécanismes pour que les gens se forment, les gens soient compétitifs et que les gens puissent se dire que l'avenir est ici, pas ailleurs. Vous êtes optimiste pour le Toujours, toujours. Lorsqu'on fait ce que l'on fait, et d'où je viens, je me dis que l'optimisme, c'est la plus belle richesse de l'homme. Parce que c'est cette richesse qui permet de partir de rien et arriver au sommet, avec la ferme conviction que Dieu est avec nous et Dieu sera avec nous. Amen. Merci. Merci à vous. Merci infiniment à vous. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.